Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Aujourd'hui, on démarre cette émission avec les orang-outans de la jungle de Bornéo. Bornéo, l'une des plus grandes îles au monde, que 3 pays se partagent, la Malaisie, le sultanat de Brunei et l'Indonésie, le pays auquel on s'intéresse cette semaine. L'Indonésie constituée de milliers d'îles et qui a décidé de construire une nouvelle capitale précisément sur cette île de Bornéo. Pourquoi? Eh bien parce que l'actuelle capitale, Jakarta, située sur l'île de Java, est saturée. Trop d'habitants, de pollution, d'inondations dues au réchauffement. Cette future nouvelle capitale, baptisée Nusantara, qui signifie l'archipel, elle nous dit beaucoup des ambitions de l'État indonésien. Le premier pays musulman au monde peut se targuer d'être devenu une démocratie, certes imparfaite, après des années de dictature, d'avoir endigué à ce jour la menace islamiste, d'avoir su profiter d'une position géostratégique avec le détroit de Malacca entre monde chinois et indien, et de jouir aujourd'hui de l'économie la plus dynamique de la région. Bref, l'Indonésie, on va le voir, un archipel avec du potentiel. L'Indonésie se trouve au sud-est du continent asiatique et c'est un État hors norme à bien des égards, comme on va le voir. Quatrième pays le plus peuplé au monde, avec ses 270 millions d'habitants, l'Indonésie c'est le plus grand pays d'Asie du Sud-Est, avec une superficie de 1,9 million de kilomètres carrés. Et c'est surtout le plus grand archipel du monde, avec ses 16 771 îles enregistrées et ses 5,8 millions de kilomètres carrés d'espace maritime. Quant à la population de cet immense territoire, elle est très inégalement répartie. 90% des Indonésiens vivent dans les 4 principales îles de l'archipel et surtout à Java, où la densité de population peut dépasser les 1000 habitants au kilomètre carré, quand elle n'est que de 10 en Nouvelle-Guinée occidentale. Les fortes densités démographiques de Java et de Bali sont d'autant plus étonnantes que les îles de l'archipel se situent le long de la ceinture de feu du Pacifique et abritent plus de 130 volcans nés de la rencontre entre les plaques eurasiennes et australo-indiennes. Mais si cette activité volcanique provoque de nombreux dégâts, elle permet également aux paysans qui cultivent les abords très fertiles des cratères d'atteindre une productivité jusqu'à 3 fois supérieure à d'autres terres, comme sur les pourtours du Merapi à Java. La dernière particularité géographique de l'Indonésie est d'être à la jonction des océans Indien et Pacifique. Les grandes routes maritimes reliant l'Inde à la Chine passent par les détroits indonésiens, notamment celui de Malacca, par lequel transitent plus de 2 tiers du transport maritime de pétrole et de gaz. Cette position de carrefour entre les mondes chinois et indiens a eu une grande importance dans l'histoire, comme nous allons le voir maintenant. Présents en Asie du Sud-Est à partir du 1er siècle, les commerçants indiens et surtout les brahmanes vont apporter une conception hindouiste de la royauté aux souverains locaux. Venu également d'Inde, le bouddhisme va s'implanter à partir du 5e siècle. Plusieurs empires vont se succéder dans l'archipel entre le 8e et le 15e siècle. Celui de Mataram à Java, puis les empires maritimes de Srivijaya, puis de Mojopahit. La puissance et la richesse de ces empires va attirer des commerçants venus de Chine, du Gujarat et de la péninsule arabique. Ces derniers vont introduire une nouvelle religion dans l'archipel, l'islam, par le biais d'alliances matrimoniales et d'influences culturelles. En s'adaptant aux religions qui l'ont précédé, l'islam se répand dans la quasi-totalité de l'archipel jusqu'à l'arrivée des Européens. Avec tout d'abord les Portugais, qui à partir de 1511 christianisent les îles où ils s'établissent. Puis les Hollandais, qui s'emparent de Malacca en 1641. Ils vont progressivement conquérir l'archipel et y régner pendant 300 ans, faisant de l'Indonésie l'une des colonies les plus rentables au monde. Ce n'est qu'après l'invasion des Japonais en 1942 que les nationalistes indonésiens vont enfin se défaire de la mainmise hollandaise et parvenir à déclarer l'indépendance de leur territoire en 1945. Les Hollandais vont parvenir à reprendre la main sur une partie de Bornéo, Célèbes, les Moluques et les petites îles de la Sonde. Mais après 4 ans de conflits armés et diplomatiques menés par Soekarno, le premier président de la jeune République, les Indonésiens récupèrent la souveraineté de la presque totalité des anciennes Indes néerlandaises, à l'exception de la Nouvelle-Guinée occidentale, rattachée à l'Indonésie seulement en 1963.
Soekarno devient rapidement, suite à l'organisation de la conférence de Bandung, l'un des leaders du tiers-monde et reçoit le soutien de l'URSS. Opposé à la proclamation d'un État islamique auquel aspire une partie des musulmans, qui constitue en 1945 90% de la population, Soekarno va pour ménager les 5% de chrétiens et les 3% d'hindouistes et de bouddhistes du pays, inscrire la croyance en un Dieu unique comme premier principe du Panchasila, l'idéologie nationale de la jeune République. Cet équilibre voulu par Soekarno entre les communautés religieuses va s'effriter au fil des années à mesure que les conflits territoriaux et sociaux se confessionnalisent, favorisant l'émergence d'un islam radical, une mouvance qui au début des années 1990 va être instrumentalisée par le général Suharto pour se maintenir au pouvoir. Cette instrumentalisation de la question religieuse débouche sur des affrontements sanglants à Sulawesi et aux Moluques à la fin des années 90. Puis sur une première vague d'attentats opérés par des djihadistes ayant combattu en Afghanistan dans les années 2000, qui sera suivie par une deuxième vague après l'avènement du califat de Daesh en 2015. Si ces mouvements sévèrement combattus ont toutefois poussé certaines régions à adopter des règlements inspirés de la charia, voire, comme dans la province d'Aceh, d'imposer la loi coranique, la présence de partis musulmans modérés, très attachés à la démocratie, limite l'ampleur du phénomène. Alors regardons à présent l'évolution économique du pays. À partir des années 70, l'Indonésie connaît un développement important sous l'impulsion de Suharto, qui se rapproche des puissances occidentales pour attirer des capitaux afin de développer ses infrastructures. L'économie du pays est principalement basée sur l'exploitation des ressources en pétrole, gaz et surtout en charbon, dont l'Indonésie est le deuxième exportateur mondial derrière les États-Unis. L'économie du pays est également basée sur le tourisme, 5% du PIB, sur le contrôle partagé du détroit de Malacca avec la Malaisie, Singapour et la Thaïlande, et sur l'exploitation des zones de développement économique qui lient l'Indonésie à ses voisins, Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, Brunei et les Philippines. Résultat, l'Indonésie est aujourd'hui de loin la première économie de l'ASEAN et le 10e PIB du monde. Elle a un taux de croissance annuel de 5% depuis 2013 et est le seul pays d'Asie du Sud-Est membre du G20. Mais du fait de l'importance de sa population, son revenu par habitant n'est que de 12 300 dollars américains, encore loin derrière Singapour, Brunei, la Malaisie et même la Thaïlande. Cette montée en puissance de l'économie indonésienne s'est accompagnée d'une très forte urbanisation sur les 60 dernières années. 14,8% de la population vivait en ville en 1961 contre 57% en 2019. Cette urbanisation est l'une des causes des nombreux problèmes environnementaux auxquels l'Indonésie doit faire face et qui pourraient à terme la fragiliser. Pour mesurer l'étendue de ces problèmes, direction Jakarta, la capitale historique. Elle appartient à l'ensemble urbain de Jabodetabek, aux côtés des villes de Bogor, Depok, Tangerang et Bekasi. Avec ses 35 millions d'habitants, c'est la métropole la plus peuplée au monde derrière Tokyo. La ville est soumise à une pollution atmosphérique importante due au transport, mais également aux feux de forêt qui accompagnent la déforestation des territoires avoisinants. Elle est aussi sujette, fait plus rare, à un affaissement dramatique des sols dans certains quartiers, jusqu'à 20 cm par an, dû à un pompage excessif des nappes phréatiques lié à une insuffisance du réseau d'eau potable. Enfin, la ville est aussi menacée par la montée du niveau de la mer, comme vous le voyez sur cette projection à l'horizon 2100. La situation est telle qu'on l'a dit tout à l'heure, le président Joko Widodo a lancé le projet de déplacer la capitale politique et administrative dans la partie indonésienne de Bornéo. À ces menaces environnementales s'ajoutent des inquiétudes d'ordre géopolitique. Le grand voisin chinois a massivement investi en Indonésie depuis la promotion des nouvelles routes de la soie dans les secteurs de la santé, de l'éducation et de la recherche, des parcs industriels, de l'immobilier, des infrastructures énergétiques et de transport. La Chine est le premier partenaire commercial et le troisième investisseur dans le pays. Mais cette position dominante chinoise se fait également ressentir dans l'espace maritime indonésien.
En effet, la Chine, en se basant sur une supposée ancienneté historique dans certaines îles de la région et une occupation militaire de certains îlots, revendique des droits sur une large zone de la mer de Chine méridionale qui empiète sur les zones économiques exclusives de nombreux pays de la région, dont l'archipel indonésien des Natuna, un espace poissonneux qui possède l'un des plus gros champs de gaz naturel de la région. Les autorités indonésiennes, inquiètes des incursions régulières des navires chinois dans son domaine maritime, ont renforcé leur surveillance, mais aussi leurs bases et équipements militaires dans la région. Face à cette menace chinoise, l'Indonésie, qui jusqu'à présent refusait de choisir son camp sur l'échiquier indo-pacifique, diversifie ses alliances, notamment par la commande début 2022 d'avions de combat Rafale à la France. Voilà, position géographique stratégique dans l'Indo-Pacifique, démocratie, économie en devenir. L'Indonésie est un archipel avec du potentiel donc indubitablement et qui a aussi des ambitions pour jouer un rôle diplomatique en Asie du Sud-Est, comme on le voit depuis le coup d'État militaire en Birmanie. L'Indonésie est très active, conjointement avec la Malaisie et Singapour, pour soutenir les pro-démocrates birmans et pour limiter les livraisons d'armes au régime qui a renversé Aung San Suu Kyi, sans réussir à s'imposer, se heurtant notamment à l'abstention de Brunei, du Cambodge, du Laos et de la Thaïlande. Pour aller plus loin, le livre d'un amoureux inconditionnel de l'Indonésie et de ses peuples qu'il rencontre régulièrement depuis 10 ans, l'historien Alain Riquier. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv. À bientôt.